Bien, bonsoir. Bienvenue à ce qui est le 11e cours de cette année 2011-2012. Je suis un tout petit peu en retard parce que je comptais terminer les marchés financiers la fois dernière et commencer un peu la macroéconomie. Je suis encore aujourd'hui dans les marchés financiers. Je pourrais déborder même la fois prochaine, mais je verrai, j'aviserai en fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui. Par contre, vous aurez aujourd'hui en séminaire le professeur Jean-Pierre Lafargue, là, qui est au premier rang et qui va subir des marchés financiers pendant une heure, mais qui lui va nous parler de macroéconomie. Donc ce sera plutôt une introduction qu'un commentaire sur ce que je vais dire. Voilà, donc deuxième point, donc c'est la 11e séance. Le 30 mai sera la 12e et nous aurons comme orateur, au séminaire, Xavier Rago, qui nous parlera des banques centrales. Et le dernier cours aura lieu le 6 juin. Ce n'était pas tout à fait clair sur le calendrier, où je ferai 1 ou 2 heures, je n'ai pas encore déterminé. Peut-être entre 1 et 2 heures, peut-être pour le dernier cours. Juste un point, vous serez convié à un colloque scientifique qui aura lieu fin juin, le 27, 28, 29 juin. Et les matinées de ce colloque scientifique, qui est un colloque international qui est coordonné, qui porte sur le problème de coordination d'anticipation, c'est-à-dire un problème en amont de ce qu'on a vu ici, mais qu'on n'a pas traité évidemment au fond. Vous serez invité aux matinées dans lesquelles il y aura des exposés synthétiques des diverses approches au retour sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Donc ce sera un colloque assez théorique, vous serez les bienvenus, en tout cas le matin de chacun des 3 jours, et vous en serez informés par affiche. Bien, voilà, cette longue introduction étant faite, je peux venir au fond de ce qui est le sujet d'aujourd'hui, je peux venir au cœur du sujet d'aujourd'hui, donc c'est sur les marchés financiers, suite. Alors, premièrement, je vous rappelle un petit peu, on va quand même pas se lancer trop rapidement, hein, on va essayer de se rappeler un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois. Et la dernière fois et la fois précédente, on s'est intéressé au problème du marché boursier. Et on s'est posé la question de quelle théorie disposons-nous pour expliquer le marché boursier. Et on avait regardé de façon assez attentive ce que j'ai appelé la théorie de la valeur fondamentale. J'y avais passé beaucoup de temps simplement pour vous montrer un petit peu quelle est la logique de cette théorie, comment les choses se passeraient dans des mondes un peu plus simples que celui dans lequel on vit, et vous montrer à la fois la richesse et les limites de cette théorie. Alors là, je vous rappelle un petit peu quels étaient les faits qu'on cherche à expliquer et qu'on n'a pas réussi à expliquer, il faut être clair là-dessus. Les faits, ils sont visualisés par exemple, sur les 2 diagrammes qui sont ici. Hein, je vous en ai montré beaucoup d'autres, mais vous voyez qu'il y a une forte fluctuation des rendements du marché boursier au cours du temps. Alors là, on est toujours sur l'indice SP500, l'indice américain. Si j'ai mis l'accent sur l'indice américain, et en particulier sur le Standard & Poor's 500, c'est parce qu'il y a énormément de travaux dessus, il y a énormément de données, hein, et il y a énormément de travail statistique qui a été fait, dont on n'a pas l'équivalent dans la plupart des pays. Donc voilà, vous voyez que c'est assez variable, hein, ces rendements. Et donc la tendance de longue période, ce qu'on voudrait essayer d'expliquer, c'est que les prix des actions sur très très longue période montent de 1,5% par an à peu près, hein, que les dividendes représentent 4-5% du prix des actions, hein, donc ça donne un rendement immédiat, mais en moyenne naturellement, hein, et donc le ratio prix sur dividende est supérieur à 20, et que les rendements de longue période sont supérieurs à 6%, alors que les rendements de l'actif sans risque sont de l'ordre de 1%. Alors vous avez ici, j'avais commenté un peu plus longuement ce graphique, hein, qui vous montre la croissance le rendement cumulé et par ailleurs la croissance du prix des actions, la croissance du produit par tête, qui sont assez liés, hein, toutes choses qui méritent éventuellement explication et qui illustrent un petit peu ce que je rappelais ici. J'avais aussi montré d'autres graphiques, hein, qui étaient simplement des comparaisons internationales qui consistaient à regarder en découpant de façon temporelle un peu plus fine les choses, hein. Alors vous voyez que
sur un siècle, 1900-2008, les rendements des actions sont plus élevés aux États-Unis, qui est quelque part ici, je n'arrive pas à voir, qu'en France, qui est quelque part ici, je n'arrive pas non plus à voir exactement, hein, mais qu'il y a quand même des rendements des actions que les rendements des actions sont partout supérieurs au rendement des obligations et que la prime de risque n'est pas complètement... C'est-à-dire la différence entre le rendement d'un actif sans risque et le rendement d'un actif risqué qu'est l'action ne sont pas fondamentalement différents au travers des pays. Je ne vais pas le commenter plus longuement, ça mériterait pas mal de remarques, mais je n'ai pas envie d'y revenir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que je vous avais présenté? C'est ce qu'on appelait la théorie de la valeur fondamentale. La théorie de la valeur fondamentale me disait bien que le prix, ça devrait simplement être la valeur actualisée de l'espérance des dividendes futurs, ou des dividendes futurs en avenir certain, ou de l'espérance des dividendes futurs en avenir aléatoire. Pourquoi? Parce que si je suis neutre au risque, s'il y a un taux d'intérêt petit r qui est le taux sans risque, le prix, c'est ce que je peux emprunter aujourd'hui pour être capable de le rembourser avec les dividendes futurs qui vont m'être donnés. Ça a donc une explication assez simple, une interprétation extrêmement simple. Alors évidemment, la théorie de la valeur fondamentale, je vous l'ai présentée en général en équilibre partiel, avec une petite... j'ai parlé aussi de modèle d'équilibre général, et évidemment toujours sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle, de prévision parfaite, de neutralité au risque, hein, où j'ai indiqué que l'espérance des dividendes, s'il n'y avait pas neutralité au risque, elle devait être corrigée du risque, sans vous expliquer trop précisément comment on pourrait corriger des risques, ou que le rendement petit r, là, avec lequel je calcule ce prix, devrait aussi être lui corrigé du risque. Ça devrait être le taux d'intérêt avec la prime de risque. C'est deux manières d'étendre la théorie au cas du risque, enfin, de se donner une idée de ce que donne la théorie dans le cas du risque. Alors on avait fait une petite promenade dans les modèles de la valeur fondamentale, et cette promenade nous avait montré qu'il y avait une forte sensibilité des résultats au processus de génération des dividendes et aux hypothèses sur les taux d'intérêt. L'hypothèse sur la variation éventuelle des taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont volatiles eux-mêmes, les prix doivent refléter cette volatilité, mais pas seulement la volatilité des dividendes. Donc ça, c'était une remarque générale. Qu'on trouvait dans ces modèles que les prix fluctuaient malgré tout moins que les dividendes, sauf à mettre beaucoup de volatilité sur les taux d'intérêt. Ça, c'était quelque chose. Et en fait, le modèle qu'on avait regardé, qui pouvait coller aux faits, c'était un modèle dans lequel il y avait un taux de croissance des dividendes aléatoire, hein, donc une sorte d'aléa sur la croissance des dividendes, mais autour d'une moyenne. Et on essayait de voir quels étaient les prix, les valeurs fondamentales qui étaient engendrées dans ce modèle. Et on trouvait à nouveau que par rapport... il y avait avec ce modèle était celui qui collait le plus près aux faits, hein, c'est-à-dire qu'avec... mais il collait aux faits avec un ratio prix sur dividende prévu trop peu élevé, ou de façon équivalente avec une prime de risque beaucoup trop forte. C'est-à-dire pour que ce modèle colle aux faits, il faudrait qu'on ait un taux d'intérêt... un équivalent certain, enfin je veux dire un taux d'intérêt avec prime de risque qui soit très élevé, de 6-7%, taux d'intérêt avec prime de risque qui se fait très élevé, et qui est incompatible avec l'idée que l'on se fait de la prime de risque à partir des modèles de valorisation des actifs financiers. Le modèle d'évaluation des actifs financiers, MEDAF ou CAPM, dit que la prime de risque sur les actions ne devrait pas être si grande que ça, parce que la covariance entre les actions et ce qui se passe dans le reste de l'économie, hein, les agrégats de l'économie, est assez faible. C'est des variables qui sont presque indépendantes. Si elles étaient indépendantes, il ne devrait pas y avoir de prime de risque. Donc on a des gros problèmes, hein, avec cette théorie. On a passé beaucoup de temps à la discuter, mais elle fonctionne assez moyennement. En particulier, il y a une chose qu'elle dit qui est assez robuste, qui devrait être robuste, c'est que les prix devraient varier moins que les valeurs fondamentales reconstituées. Ça, c'est une remarque qui avait été faite par un économiste américain qui s'appelle Robert Shiller, qui est une remarque profonde. Dans un monde d'anticipation rationnelle, les prix, qui sont des anticipations rationnelles, devraient varier moins que les valeurs fondamentales reconstituées, c'est-à-dire que les valeurs fondamentales que l'on reconstitue à partir des histoires effectives. À partir des histoires effectives de génération des dividendes. Alors ça, c'est faux. C'est vrai sous des hypothèses assez larges, et c'est évidemment contredit par les faits. Donc on n'est pas très heureux, en tant que théoricien, je ne suis pas très heureux,
On a une certaine forme d'impasse pour rendre compte d'effets stylisés, sauf à admettre une prime de risque qui est tout à fait beaucoup plus importante que ce qu'il paraît raisonnable de faire. Alors, comment aller vers une théorie plus satisfaisante? Alors, une partie des problèmes que pose la route qu'on a suivie. La route qu'on a suivie, c'est regarder où on va avec la théorie de la forme fondamentale. Une partie des problèmes qui sont posés par le fait de suivre cette route, on les a déjà abordés. C'est les problèmes liés à l'existence de bulles. On a montré, on a passé pas mal de temps au début de ce cours, j'ai passé pas mal de temps à vous raconter des histoires sur la théorie des bulles. Pourquoi les bulles existaient, pourquoi elles étaient, comment elles se comportaient, pourquoi on avait intérêt à rester dans une bulle, etc. Évidemment, si vous ajoutez à la théorie de la valeur fondamentale une théorie des bulles qui vous dit que des fois on va au-dessus de la valeur fondamentale parce qu'on est dans ce monde de bulles, vous voyez qu'on a une partie de l'explication. Ceci dit, on n'a pas une explication très synthétique, on a un bout de l'explication. Il faudra les mettre ensemble, on n'arrive pas à le mettre ensemble de façon très synthétique. Alors moi, les bulles que j'avais faites, certaines étaient liées à l'irrationalité des agents, d'autres à l'absence de connaissances communes. Il y a connaissance du système et pas connaissance commune, etc. Donc on avait vu une certaine modèle, je ne vais pas revenir dessus. Ça suggère toute une série de pistes qui sont évidemment celles que je préfère, c'est le retour sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle, c'est-à-dire le fait que les agents ont une image de l'avenir qui est statistiquement convenable, est une hypothèse clé de la théorie économique, parce que c'est une des hypothèses les plus discutables, évidemment. Donc j'avais parlé d'apprentissage, etc. Et on avait aussi évoqué une autre direction dans laquelle je n'irai pas, qui consiste à dire les rendements, comme les rendements c'est des variables aléatoires, mais ils ont une queue épaisse, comme disait Mandelbrot. Ils ont pas c'est pas comme des variables normales où la distribution de probabilité tend très rapidement vers zéro lorsqu'on s'éloigne de la moyenne. La distribution de probabilité déborderait beaucoup vers zéro. Alors, en fait, ça, c'est des directions que je ne vais pas regarder. Elles font partie de... Si je veux avoir un paysage complet, il faut évidemment que j'aille dans ces directions. Aujourd'hui, je voudrais simplement revenir sur l'hypothèse de la dimension d'asymétrie d'information. Dans tout ce que j'ai présenté, au fond, toute l'information de l'époque T est disponible. C'est-à-dire qu'on a l'information sur les dividendes qui, eux-mêmes, donnent toute l'information statistique possible sur leur évolution dans le temps. Donc on a fait l'hypothèse implicite que toute l'information disponible pour calculer le prix des actions était présente à l'époque où on le faisait. Or ça, c'est une hypothèse sur laquelle je vais revenir, parce que c'est une hypothèse qui est liée à quelque chose qu'on appelle l'efficacité informationnelle des marchés, ou l'hypothèse des marchés efficaces, Efficient Market Hypothesis. Donc je vais me plonger, parce que je vous avais dit qu'on est dans la jungle, là, qu'on a quitté le jardin à la française d'Arreau-de-Breu, le jardin à l'anglaise des modèles d'équilibre de prix, de plan d'anticipation des prix, qu'on a quitté le verger autour du jardin où on trouvait la règle de Taylor, un certain nombre de choses. Donc maintenant, on est dans la jungle. Et on va aller dans quelque chose qui ressemble à une clairière dans la jungle. Et on va voir que c'est peut-être une erreur. Donc le marché... Alors oui, non, juste avant, parce que je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de le faire, je vous mets une parenthèse. Là, tout ce que je dis se focalise sur le marché boursier. Ce que je vais dire sur la Efficient Market Hypothesis, sur l'hypothèse de marché efficace, c'est dans le cadre du marché boursier. J'aurais aimé, et je vais toucher un tout petit peu à d'autres types de marchés qui ne sont pas le marché boursier, dans lequel les problèmes d'anticipation sont très importants. Et je veux dire par là les marchés pour ce qu'on appelle parfois les commodities en anglais, c'est-à-dire les produits agricoles et les produits minéraux, en particulier le pétrole. Alors donc, pour vous faire saliver un petit peu sur cette question d'autres marchés que le marché boursier, je vais vous montrer que si on regarde le marché du pétrole, c'est beaucoup plus calme que le marché boursier. Si on le fait en partant de 1800, je ne sais plus exactement, je n'arrive pas à lire, vous lisez probablement même, 1860 jusqu'à maintenant. Là, vous avez les prix du baril de pétrole qui doivent être en dollars ici. Et ici, c'est les prix du baril de pétrole compte tenu de l'inflation. C'est-à-dire en ramenant en prix, je crois, c'est prix 2010, je ne me rappelle plus bien. Donc, c'était évidemment très faible. Il s'est très faible vers les années 1860-70, mais compte tenu de l'inflation, c'était quand même assez élevé, compte tenu de l'inflation qu'on a connue jusqu'ici. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup plus calme. Il y a des tas de périodes de calme dans le marché pétrolier, qui s'expliquent d'ailleurs par le fait que ces marchés ont été plusieurs fois, de façon successive,
contrôlés par des oligopoles qui fixaient les prix, qui n'avaient pas envie de les changer très souvent. C'est aussi une dimension qu'on n'a évidemment pas dans le marché boursier. Alors là, vous voyez le cours du pétrole brut entre 1992 et 2010 avec l'épisode de la pré-crise ou de la crise. Alors, qu'est-ce qui fait? Je vais vous montrer un autre diagramme, juste pour faire un petit peu de... Ah, je fais le contraire. Ça, c'est aussi quelque chose qui vous donne le prix du pétrole de 2002 à 2009. Alors, c'est ici. Là, c'est $140, là, 60. Alors, c'est peut-être un petit peu décalé. J'ai remis les chiffres, peut-être pas tout à fait en face, mais c'est à peu près ça. Donc, vous voyez à nouveau l'épisode dont on a parlé tout à l'heure. Et là, il y a quelque chose qu'on ne regarderait jamais sur le marché boursier, c'est les capacités disponibles. Vous voyez qu'elles étaient élevées dans cette période vers 2002-2003. Qu'elles deviennent relativement faibles ici et qu'elles remontent, etc. Donc, lorsqu'on va expliquer, il y a certainement une première différence lorsqu'on va expliquer le prix du pétrole, c'est qu'il y a des capacités de production qui sont disponibles à un moment donné, il y a des possibilités de stockage, il y a des phénomènes, des choses comme ça, et qui évidemment n'existent absolument pas dans le cadre du marché boursier, qui lui donne une structure, qui donne au modèle d'explication du prix du pétrole, évidemment, des structures assez différentes. Il faut tenir compte de ses capacités, il faut tenir compte de ses possibilités de stockage, et qui donne donc à ces marchés de commodities, un air de famille par ailleurs, mais dans lequel la question de la fluctuation des prix, l'explication de la fluctuation des prix, est évidemment aussi une question essentielle et une question difficile. Alors, je reviens au marché boursier, même si Efficient Market Hypothesis va au-delà du marché boursier, l'hypothèse de marché efficace. Et je vais donc vous donner l'hypothèse qui a... Alors ça, c'est une sorte de mythe, je vais y revenir tout à l'heure, qui s'appelle Efficient Market Hypothesis, l'hypothèse des marchés efficaces. L'expression et l'argumentaire sur l'efficacité des marchés est dû à un économiste de Chicago qui s'appelle Eugène Fama. Je crois que l'expression vient d'un article qu'il avait écrit en 1970, mais c'est peut-être antérieur. Et la définition la plus courte que j'ai trouvée, ou la plus standard, c'est qu'un efficient financial market, donc ce n'est pas simplement nécessairement seulement un marché boursier, c'est un dans lequel les prix reflètent toujours l'information disponible. Alors c'est assez mystérieux, je vais y revenir tout à l'heure. Je vais essayer malgré tout de lui donner de commenter un petit peu cette affirmation générale. Alors par exemple, dans le marché boursier, ça pourrait vouloir dire que les prix des actions reflètent toute l'information connue et changent rapidement pour intégrer des changements d'information. Alors là, si on va un petit peu dans le détail de cette hypothèse des marchés efficients, il y a ce qu'on appelle une forme faible, une forme semi-forte et une forme forte. Alors la forme faible, ça veut dire que les prix reflètent toute l'information passée, qui est donc dans le passé. Semi-forte, alors, il reflèterait toute l'information publique disponible. Par exemple, pour le marché boursier, vous avez des tas de choses qui sont d'information publique, au sens qu'il y a des tas de gens qui écrivent des rapports, il y a des tas de banques qui écrivent des choses comme ça, c'est de l'information publique. Alors, l'hypothèse semi-forte serait que toute l'information publique, que naturellement personne ne connaît, que vous ne connaissez pas personnellement, mais elle est reflétée malgré tout dans les prix, toute cette information publique accessible d'une certaine manière. Et forte, ça voudrait dire qu'il y a toute l'information, je veux dire à la limite, dans la version forte, même l'information inside information, l'information qui est liée au fait qu'on est initié, elle serait reflétée dans les prix. Alors vous voyez, donc il y a toute une variante toute une variation possible du sens à donner à ceci, selon que l'on prend la forme faible, semi-forte ou forte. Alors je vais donner, ça c'est un petit peu la formulation générale, telle que j'ai essayé de la prendre en une ligne. Maintenant, je vais essayer un petit peu de la décliner. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Une chose, et qu'est-ce qu'on lui fait dire dans un certain nombre de cas? Il y a souvent, ça veut dire que les prix sur les marchés, alors sur les marchés financiers, sont des signaux convenables pour une bonne allocation de l'épargne. Au sens qu'ils reflètent, et ce sont les signaux que les meilleurs que l'on peut donner compte tenu de l'information disponible, faible, semi-forte, etc. Ça, c'est une affirmation plus précise
que la précédente, est différente. Alors, il y a une troisième possibilité, un commentaire un peu plus précis. Les prix reflètent la valeur fondamentale telle qu'elle peut être évaluée avec l'information disponible. Ce serait une affirmation possible. Ils reflètent une valeur fondamentale telle qu'elle se reflète dans l'information disponible. Alors, il y a d'autres interprétations, évidemment. Il y en a une qui est souvent mentionnée dans la littérature, qui fait écho à cette définition générale, parce que c'est relativement vague, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les rendements seraient une marche aléatoire, c'est-à-dire que le rendement d'aujourd'hui ne donne pas d'idée sur le rendement de demain. Ça, c'est lié à la vieille idée de Bachelier, dans sa thèse dans les années 1900. Disons que ce qui se passe sur les marchés boursiers, c'est comme des marches aléatoires, donc les rendements seraient une marche aléatoire. Et puis il y a une forme un peu plus... peut-être un peu moins précise, mais un peu plus spectaculaire. On ne peut pas battre le marché. C'est-à-dire qu'en regardant ce qui se passe sur les prix, vous n'avez pas de solution pour... vous n'avez pas de martingale, cette fois au sens banal, au sens... pas du tout au sens précis du terme, mais au sens vague du terme. Il n'y a pas de martingale pour battre le marché. Tout ce que font ça peut vouloir dire, tout ce que font les chartistes, par exemple, qui sont des gens qui calculent plein d'indices sur les marchés financiers pour essayer de faire des choses, ça ne sert à rien. C'est une version possible de ceci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette efficient market hypothesis alors? Là, premièrement, donc là, j'ai repris donc les définitions qui sont là, c'est les mêmes. Toute l'information connue, signaux convenables du modèle d'allocation de l'épargne, les prix reflètent la valeur fondamentale avec toute l'information disponible. On ne peut pas battre le marché. J'ai mis 4 et 5 dans le même panier, on ne peut pas battre les marchés, pas d'informations utiles sur les rendements. Alors d'abord, je vais essayer de voir quelles sont les relations qu'il y a entre ces affirmations. Alors premièrement, c'est une affirmation à tout le moins ambiguë. En étant gentil, on peut dire qu'elle est ambiguë. En étant méchant, on peut dire qu'elle ne veut rien dire. Puisque toute l'information disponible, l'information sur quoi? L'information sur ce que mesurent les prix. Est-ce que les prix mesurent le temps qu'il va faire l'année prochaine l'ensoleillement à Ajaccio dans un an, ou est-ce qu'ils mesurent autre chose? Donc, si on ne dit pas ce que mesurent les prix, on ne dit pas grand-chose. Alors, ou de l'information utile pour faire mieux que le marché. Ça, on revient à la définition 4. On ne peut pas battre le marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'information utile dans les prix pour pouvoir battre le marché. Donc, pas d'information sur le rendement futur. Ça a évidemment plus de sens. Donc, 1 n'a pas de sens en soi. 4 peut avoir un sens, mais il faut évidemment le préciser. Et 2 et 3, savoir les prix sont des bons signaux pour une bonne allocation de l'épargne et ils reflètent la valeur fondamentale compte tenu de l'information disponible, c'est des affirmations dont on peut dire qu'elles sont à peu près équivalentes. Elles sont, disons, intuitivement équivalentes. C'est-à-dire que dans le cadre de notre compréhension qu'on a des fonctionnements du marché, la valeur fondamentale est un bon signal social. Alors là, c'est un peu le modèle de first best. C'est un peu l'équilibre concurrentiel intertemporel, c'est un peu l'extension d'Arrow de Breuse, c'est plutôt les bons signaux. Et les bons signaux, c'est la valeur fondamentale. Et donc, ces deux choses sont un peu liées. Il y a une certaine connexion entre les choses. Donc, je dis 2 et 3 sont implicitement équivalents. En tout cas, dans une optique de first best. Alors, malgré tout, il faut quand même voir que cette affirmation, on peut la décliner de façon différente selon que l'on regarde. On s'intéresse à des agrégats, par exemple à des indices, ou on s'intéresse à des valeurs individualisées. Il se peut que l'affirmation soit vraie lorsqu'on s'intéresse à des indices et qu'elle soit fausse quand on s'intéresse à des valeurs individualisées, ou l'inverse. Il n'est pas évident que toute l'information disponible sur l'avenir de la firme soit contenue dans la valeur de son action. Il se pourrait que ce ne soit pas le cas et que ce soit le cas pour l'indice agrégé, ou le contraire. Donc, il y a un premier niveau de discussion. Qu'est-ce que les prix des actions disent sur l'avenir d'une firme prise individuellement? Donc, je ne vais pas discuter de ça. Alors, je voudrais simplement dire que le Efficient Market Hypothesis, c'est un mythe puissant. C'est un mythe puissant. Le marché domine les acteurs, donc les marchés, on en parle souvent dans les journaux, les marchés sont toujours présents et nous surveillent. Et là, c'est vraiment l'idée que les marchés dominent les acteurs et est socialement fiable. C'est-à-dire que les signaux qu'ils donnent sont des bons signaux. C'est ça qu'il y a dans le message de Efficient Market Hypothesis. C'est comme ça qu'il a été reçu et interprété.
Alors c'est évidemment, je mets potentiellement dévastateur avec un point d'interrogation, et pour ça je cite des gens qui ne sont pas suspects d'avoir des opinions anti-marché très fortes, hein, puisque je cite Volcker, l'ancien président de la Fed. Hein. Parmi les causes de la crise financière récente, il y a une foi non justifiée dans les anticipations rationnelles et dans l'efficacité des marchés. Je cite aussi Richard Posner. Richard Posner est une des sommités de l'école de Chicago, même s'il n'est pas économiste, il est juriste. Hein. Et Richard Posner a pris des positions qui n'ont pas plu à un grand nombre de ses collègues. Il a dit qu'on est allé trop loin en exagérant la résilience et les pouvoirs je ne sais pas comment dire, auto-guérisseurs du marché, du capitalisme de laisser faire. Donc il y a, en particulier avec la crise, il y a évidemment une remise en question de la plausibilité de ce qu'il y a derrière Efficient Market Hypothesis. Je souscris, je ne vais pas le développer ici, je ne suis pas donné mes opinions personnelles, mais je souscris tout à fait à ce que disent les gens que j'ai cités. Alors maintenant, on a ça. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur cette Efficient Market Hypothesis, et je voudrais la revenir en essayant de la confronter à la théorie de la valeur fondamentale. Alors, dans tout ce que j'ai présenté pour construire une valeur fondamentale, j'ai fait implicitement l'hypothèse que toute l'information était rassemblée. Je l'ai dit tout à l'heure, toute l'information était rassemblée dans les dividendes. Donc j'ai fait l'hypothèse, je dis du mal de Efficient Market Hypothesis, mais j'ai fait l'hypothèse qu'elle était vraie, jusqu'à maintenant. Alors maintenant, on va revenir sur cette hypothèse. Alors naturellement, vous voyez bien, on va être pris quand même dans un genre on va être un peu squeezé, quoi, parce que soit la procédure que j'ai utilisée est confirmée, c'est-à-dire Efficient Market Hypothesis, on peut trouver des arguments théoriques pour dire que ça marche, hein, c'est-à-dire que toute l'information est transmise dans la valeur fondamentale, comme j'en ai fait l'hypothèse implicitement. Hein. Ça veut dire que la théorie de la valeur fondamentale, elle reste vraie, même quand on met l'information asymétrique. C'est-à-dire qu'en mettant en introduisant une difficulté supplémentaire à ma théorie, j'ai rien changé à ces résultats. Mais ça, ce n'est pas nécessairement très bon pour Efficient Market Hypothesis. Pourquoi ? Simplement parce que cette théorie, dont j'ai dit qu'elle ne rendait pas très bien compte des faits. Donc je dis soit je vais confirmer que dans le cas que j'ai eu raison de mettre l'hypothèse des marchés efficaces sans vous en rien dire d'ailleurs, hein, en vous l'imposant sans en parler, soit j'ai eu raison et dans ce cas la théorie que j'ai développée est à peu près juste, mais comme elle ne marche pas très bien, ce n'est pas très bon pour l'hypothèse. Soit au contraire, je vais trouver que je n'aurais pas dû faire ça. C'est-à-dire que je n'ai pas de raison de penser que l'information est transmise dans les prix. Alors ça veut dire que la théorie de la valeur fondamentale que je vais être amené à faire, la nouvelle théorie de la valeur fondamentale que je vais être amené à faire, va être différente de celle que je vous ai présentée. Alors ça va peut-être... Imaginons qu'avec un peu de chance, elle soit plus proche des faits. Ce sera une bonne chose pour la théorie de la valeur fondamentale. Mais ce sera une très mauvaise chose pour l'hypothèse d'efficacité des marchés efficients. Puisqu'elle dira que c'est parce que les marchés ne sont pas efficients que la théorie qui en tient compte rend compte des faits. Donc dans tous les cas, c'est pas très bon. Hein, quelle que soit la conclusion à laquelle je vais parvenir, ça n'est pas très bonne pour la théorie des marchés efficients. Je fais évidemment un petit peu de paradoxe. Ça vient doucement. Alors là, on était un petit peu sur le plat, j'espère, on est peut-être même dans la descente. Hein, là, ça va monter un petit peu. Ça va monter un petit peu. Alors d'abord, je vais essayer de voir. Je vais reprendre un des modèles simples que j'avais donné pour expliquer la valeur fondamentale. Hein, un modèle dans lequel le dividende était une chaîne de Markov à deux valeurs, hein, H et B. Il y avait une certaine matrice de transition, c'est-à-dire quand les dividendes étaient hauts, vous aviez une petite chance qu'ils deviennent bas. Et quand ils étaient bas, vous avez une petite chance qu'ils deviennent hauts. Mais en moyenne, ils étaient, moitié du temps, ils étaient hauts, moitié du temps, ils étaient bas. Et donc,
sur le long terme, il y avait ce qu'on appelait une probabilité ergodique, c'est-à-dire moitié du temps, le dividende était élevé, moitié du temps, il était bas. Puis ça changeait de temps en temps, plus ou moins fréquemment, selon la valeur de C, etc. Mais dans ce modèle, comme je l'avais dit, la valeur fondamentale, la théorie de la valeur fondamentale dit que les prix ont deux valeurs, qui sont une valeur basse, qui apparaît quand les dividendes sont bas, une valeur haute, qui apparaît quand les dividendes sont hauts. Et quand les dividendes sont hauts, les gens savent qu'ils peuvent baisser, malgré tout les prix sont élevés. Et quand c'est bas, ils savent qu'ils peuvent monter, malgré tout les prix sont plus bas, puisque ça risque de durer un certain temps. À chaque fois, quand vous êtes haut, ça risque de durer un certain temps. Quand vous êtes bas, ça risque de durer un certain temps. Il y a des prix hauts, il y a des prix bas, ça alterne. Alors, c'est une théorie d'ailleurs dans laquelle, vous pouvez le voir, les rendements ne suivent pas... les rendements, ce n'est pas une variable aléatoire, ce n'est pas une martingale. C'est-à-dire quand on est dans haut, la distribution des rendements si les dividendes sont élevés n'est pas la même que la distribution des rendements si les dividendes sont faibles. Quand on est bas, on sait que le rendement il peut être plus élevé si on passe à un dividende élevé le lendemain ou avoir une certaine valeur si on reste au même dividende. Mais ce n'est pas une marche aléatoire au sens de Bachelier. Bon, ça c'était une... Alors maintenant, est-ce que dans ce monde-là, qui est un monde très simplifié évidemment, dont j'avais dit malgré tout que c'est un monde très simplifié, mais que c'est la version équilibre partiel d'un modèle de Lucas, d'un modèle beaucoup plus joli, qui explique les prix des actions avec une prime de risque. Alors imaginons que je sois dans ce monde, et puis il y a la moitié des gens qui observent le changement de dividende avec une période de retard. Il y a des gens qui voient que le dividende a changé, puis je pourrais dire qu'il y en a qui anticipent une période à l'avance, ça serait peut-être une histoire plus raisonnable. Mais enfin, imaginons qu'il n'y a que la moitié des gens qui voient que les dividendes ont changé à un certain moment. Qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau monde ? En toute rigueur, je dirais qu'il devrait y avoir 4 prix d'équilibre. Quand ça change, il y a un certain... Quand personne n'a observé que ça change, il y a un certain prix. Quand la moitié a observé que ça change, il y a un autre prix. Et la même chose lorsqu'on change à partir du bas. Donc il devrait y avoir 4 prix. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, l'argument que j'ai donné, selon lequel les prix transmettent de l'information, va jouer. C'est-à-dire que les gens vont comprendre que quand les dividendes, d'après eux, par exemple, sont hauts, ils n'ont pas vu qu'ils ont changé, ils sont devenus bas, et que les prix ont baissé, ils vont comprendre que c'est parce que les dividendes ont baissé et qu'ils ne l'ont pas vu. Donc, l'équilibre va transmettre toute l'information. C'est-à-dire qu'à l'équilibre, il y aura, comme tout à l'heure, il y aura seulement 2 prix. Le prix des dividendes hauts, les prix des dividendes bas. Et ceux qui n'ont pas vu comprendront que, malgré tout, prendront des décisions qui permettront de concrétiser ces 2 prix, parce qu'ils comprendront que lorsque les prix ont tendance à baisser, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Donc, là, je suis dans un monde dans lequel... un est vrai au sens où toute l'information est donnée dans le prix. Alors l'information sur la valeur fondamentale, 1 modifié, 1 modifié par 3. C'est-à-dire que l'information sur la valeur fondamentale est donnée dans les prix. Et dans lequel il n'y a pas non plus 4 est vrai, je dirais un peu trivialement, il n'y a pas moyen de battre le marché. Il n'y a pas, puisque on est comme dans le modèle précédent, il n'y a aucun sens dans lequel on peut dire qu'on pour ce marché. Alors maintenant, je vais vous mettre un monde un peu plus compliqué. Je vais mettre petit à petit. Alors là, il y a un petit raidillon, il y a 2 raidillons de suite. Le monde, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup d'agents. Et ces agents, il y a des agents qui sont... il y a un actif. Cet actif, il a une valeur fondamentale qui est soit grand H, qui est élevé, soit grand B. Je me réfère à la valeur fondamentale parce que je fais abstraction du reste du temps, etc. Alors maintenant, il va y avoir 2 types d'agents. Ceux qui observent la valeur fondamentale et ceux qui ne l'observent pas. La question que je voudrais savoir, c'est comment l'information est transmise par le marché. Donc il y a de l'information, elle est détenue par une partie des gens sur la valeur fondamentale. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Selon qu'ils sont informés ou pas informés, ils font la même chose. Chacun va voir le teneur du marché et lui donne sa courbe de demande. C'est-à-dire qu'il lui dit combien d'actions il veut échanger, combien de cet actif il veut échanger, soit vendre, soit acheter, compte tenu de son prix. Il donne une courbe de demande. Donc,
Donc chacun va apporter sa courbe de demande. Donc vous êtes tous là, vous avez une information ou pas. Par exemple, tous ceux qui sont à ma droite ont de l'information sur le fait que sur la vraie valeur fondamentale qui est haute ou basse. Et puis tout le monde ici à ma gauche n'a pas d'information là-dessus. Donc, mais chacun d'entre vous, vous allez donner au teneur de marché, qui par exemple serait M. Lafargue, hein, vous allez donner votre courbe de demande et vous allez lui donner. Lui, il va faire la somme des courbes de demande. Et il va trouver le prix d'équilibre. Alors, comment on va déterminer le prix d'équilibre? Simplement parce qu'il y a une offre, mais l'offre, elle est bruitée. L'offre, c'est aléatoire. C'est ce qu'on appelle des noise traders, des gens qui... des intervenants bruyants, ou pas bruyants, mais enfin qui agissent comme... ils se comportent comme si c'était du bruit, des intervenants bruités. Et donc, compte tenu de la courbe d'offre agrégée que détient... la personne responsable au premier rang, hein, il va y avoir un prix d'équilibre. Voilà. Donc ça c'est ce qui... Alors maintenant, comment vous allez déterminer la courbe de demande que vous allez donner au teneur de marché? Ben, ça dépend si vous êtes informé ou pas informé. Si vous êtes informé, hein, l'hypothèse que je fais, c'est que si vous observez grand H, si la valeur fondamentale est élevée, alors vous allez donner au teneur de marché cette courbe d'offre. Pardon, cette courbe de demande. C'est-à-dire que cette courbe de demande vous dit que si le prix est 0, ben, vous demandez une certaine quantité. Alors pourquoi? Parce que le prix pourrait devenir négatif. Alors ça, c'est lié au fait que vous avez une fonction d'utilité moyenne variance. Vous regardez la différence entre la valeur de l'actif moins son prix, mais vous tenez compte du fait que tout ceci va être bruité. Si le prix, qu'il y aura du bruit. Et que donc, il y a un risque que vous prenez. Alors ici, le risque serait que le prix devienne négatif. Hein. Donc vous avez une valeur maximale, même si le prix était 0, on pourrait changer un petit peu la normalisation, de ce que vous allez demander. Et puis ensuite, ce que vous allez demander, avec le prix, ça va diminuer. Par exemple, si le prix est égal, par exemple, vous avez une valeur fondamentale élevée, si le prix est égal à la valeur fondamentale élevée, ben vous n'allez rien demander, parce que vous avez... vous ne pouvez rien gagner, vous pouvez faire 0, vous n'allez rien vendre ni rien demander. Par contre, si le prix est un peu plus inférieur à la valeur que vous avez observée, vous allez demander quelque chose. Mais pas grand-chose, parce que vous avez un petit gain et vous avez toujours ce risque que vous avez en sens inverse. Donc la courbe de demande est décroissante, hein, et comme dans le modèle moyenne variance, si on faisait l'algèbre, elle est linéaire par rapport au prix. Donc voilà, la courbe de demande de ceux qui sont à ma droite, hein, s'ils observent une valeur fondamentale élevée, c'est cette courbe de demande-là. S'ils observent une valeur fondamentale basse, ben c'est cette courbe de demande-là qui est plus faible. Alors maintenant, vous êtes non informé, vous êtes l'essentiel, hein, vous êtes non informé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez essayer d'extraire l'information. Vous savez que les gens informés, soit ils jouent ça, soit ils jouent ça. Alors comment on va décrire ça? Ben, la théorie économique décrit ça de façon un peu complexe. Mais alors d'abord, et en fait, comme vous êtes tous identiques, hein, ce que vous allez, la demande, si vous êtes un non-informé, vous allez avoir une courbe de demande qui va être comme ça. Grosso modo, intuitivement, parce que quand les prix sont bas, vous faites l'hypothèse que ça vient probablement du fait que la valeur fondamentale était basse. Quand les prix sont élevés, vous pensez que ça vient probablement du fait que la valeur fondamentale est élevée. Puis entre les deux, ben, vous changez un peu d'avis. Alors comment on construit cette courbe? Alors par contre, ça c'est ce que je vais mettre sur le... Alors mais ici, oui. Alors maintenant, je vais... Donc pour ceux qui ont observé la valeur fondamentale, savoir ce qu'ils transmettent aux teneurs de marché, aucune difficulté. Ça s'appelle D de I et de P. C'est la courbe que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la droite. Et elle contribue à la demande globale en étant multipliée par A, le pourcentage des gens qui ont cette information. Donc la demande agrégée est égale à A, la demande des gens informés, qui dépendent de prix et qui dépendent de leur information. Et puis ensuite, 1 moins A, la demande des non-informés, qui, elle, dépend d'aucune information et qui dépend des prix. Alors comment ils vont Comment va être la demande des non-informés? Bien, elle va être endogène, c'est-à-dire qu'on va dire il y a une demande d'équilibre. Qu'est-ce que c'est la demande d'équilibre? C'est une demande des non-informés qui engendre une fonction d'excès de demande totale telle qu'elle justifie le comportement qu'ont les non-informés, hein, le comportement adopté par les non-informés en présentant cette fonction de demande. Alors comment ça se passe? Donc admettons que, faisons l'hypothèse que la fonction d'excès de demande, elle est Z de P et de I. Donc l'équilibre... et naturellement, l'équilibre est donné par l'égalisation de ça à l'offre qui est bruitée.
qui est petit e bar. Donc le prix qui appure le marché dépend de la réalisation de la variable aléatoire et de l'information et du fait que de l'information qui est apparue, naturellement. Alors maintenant, si vous êtes non informé, admettons que vous croyez dans cette fonction d'excès de demande, vous êtes non informé. Eh bien, si vous voyez P, qu'est-ce que vous pouvez déduire? Ben, P peut être obtenu de deux façons, soit en étant égal à moins, soit parce que E est égal à moins Z de P de grand H, c'est-à-dire que là, j'égalise ceci, mais avec grand H, soit parce que le bruit est égal à moins Z de P de grand B, c'est-à-dire soit parce que l'offre vient juste répondre à la demande dans le cas informé, ou parce que l'offre répond à la demande dans le cas non informé. Il y a deux possibilités. Maintenant, si je connais la nature du bruit, je sais la probabilité relative de ces deux possibilités. Donc à tout P, il y a une chance que ça vienne d'une demande non informée, une chance que ça vienne d'une demande agrégée informée. Mais comme je suis bon statisticien, je sais quel est le rapport de vraisemblance entre ces deux possibilités. Donc, je sais en P quelle est l'espérance. J'associe en P une espérance de la valeur fondamentale, ce qui n'est ni H ou B, qui est quelque chose qui met une probabilité sur H et une probabilité sur B. Et à partir de ça, je fais une demande, ce qui est l'espérance, puisque je suis toujours moyen de variante, c'est l'espérance de S selon le P que j'observe moins P. Et qu'est-ce que c'est qu'un équilibre? C'est simplement un Z dans lequel ce que font les non-informés qui croient à ce Z justifie ce Z total. C'est-à-dire que vous partez d'une conjecture sur l'excès de demande globale, si vous y croyez, parce que vous êtes non-informé, vous faites des calculs et vous donnez au teneur de marché une fonction de demande correspondant à cette croyance, et à l'équilibre, votre croyance est vraie, c'est-à-dire que la fonction de demande que vous donnez au teneur de marché, ajoutée à la fonction de demande des gens informés, donne la fonction de demande agrégée. Voilà. Donc un équilibre, c'est un point fixe sur Z. Alors il se trouve dans ce modèle, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Alors, il se trouve que dans ce modèle, l'équilibre est unique. C'est-à-dire qu'il y a une seule fonction, la demande, et que dans cet équilibre unique, la demande totale est décroissante. Alors là, j'ai simulé, par exemple, alors ça c'est la demande totale, ça c'est une demande totale d'équilibre, qui est la somme dans le cas où la valeur fondamentale est basse. Alors vous voyez bien, donc c'est la somme, si la valeur fondamentale est basse, ce que demandent les informés, c'est ceci. Là, ce que demandent les non-informés lorsque le prix est bas, c'est à peu près la même chose au début. Puis quand le prix augmente, ils demandent de plus en plus parce qu'ils font l'hypothèse qu'il y a des chances que ça vienne d'un haut niveau de la valeur fondamentale. Alors la fonction d'excès de demande ne dépasse jamais ceci parce que elle peut pas, quand le prix est très élevé, tous les non-informés font comme si la valeur fondamentale était très élevée, mais les informés, eux, savent que ce n'est pas le cas. Et donc, comme ils ne sont pas très nombreux, c'est ce que j'ai mis ici, il y a une petite partie de l'excès de demande qui est ici, au lieu d'être ici. Donc, elle est tangente à cette ligne-là, qui est en dessous de celle que j'ai donnée ici. Alors, de même, la fonction d'excès de demande, si l'information est haute, si la valeur fondamentale est haute, eh bien elle est déduite de celle-ci par translation, mais cette fois, l'absence de tangence se fait, la tangence à une ligne supérieure se fait par ici. Bon, je ne peux pas... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Est-ce que les non-informés, ils apprennent? C'est certain. Ils apprennent des choses sur le monde. Et avec ce comportement sophistiqué, à l'équilibre, ils s'en tirent beaucoup mieux que s'ils avaient à choisir au hasard. S'ils avaient choisi au hasard, ils diraient il y a une chance sur deux que la valeur soit haute, une chance sur deux qu'elle soit basse. Donc la demande que je transmettrais au marché, ce serait une ligne droite comme ça, ce serait une courbe de demande linéaire comme celle-ci, mais à mi-chemin. En faisant ça, ils s'en tirent beaucoup mieux. Deuxièmement, ça c'est pour la manière dont ils se tirent. Deuxièmement, évidemment, il faut quand même mieux être informé. Troisièmement,
le prix est toujours une variable aléatoire, puisque l'offre est bruitée. C'est une variable aléatoire, mais c'est une variable aléatoire qui est plus élevée, en quelque sorte, lorsque la valeur fondamentale est haute que quand la valeur fondamentale est basse. Mais elle est plus élevée stochastiquement. En fait, il y a une dominance stochastique du premier ordre de la variable aléatoire. Mais il se peut que le prix soit élevé, il peut parfaitement que le prix soit élevé et que la valeur fondamentale ait été basse. Donc le marché, par rapport à notre discussion, le marché transmet une partie de l'information. Il transmet une certaine information, mais il ne transmet pas toute l'information. Alors la question c'est, est-ce que... Oui, je vais faire juste une petite remarque, parce que ce modèle a été utilisé pour expliquer une chose qu'on ne sait pas expliquer. Je vous donne ça comme ceci. Là, je vais revenir un petit peu pour expliquer une chose qu'on ne sait absolument pas expliquer, qui est le crash de 1987 à la bourse de New York. Et une des explications qui a été donnée, j'en connais deux, je n'ai aucune opinion là-dessus, je ne trouve qu'aucune n'est convaincante, mais une est liée à des histoires de taxes qui auraient été annoncées, etc. L'autre que je connais, celle-ci, ça consiste à mettre en cause des programmes informatiques. Alors les programmes informatiques, ils sont stupides. Ils vendent automatiquement quand le prix des actifs baisse. Donc ça rajoute à ma fonction d'excès de demande qui est comme ceci, une fonction comme ceci, qui correspond au fait que quand le prix hausse, eh bien, je demande plus. Et si vous faites la somme de cette courbe et de cette courbe-là, vous trouvez une courbe qui a un peu cette allure. Et donc, au lieu d'être décroissante et d'avoir un seul équilibre, il y a trois équilibres. Et le crash de 1987, ça aurait été le passage de l'équilibre haut à l'équilibre bas. Je vous donne cette explication, non pas que j'y crois vraiment. Malgré tout, on peut simplement faire une remarque. Admettons qu'on est dans un monde où il y a plusieurs équilibres compte tenu de la transmission de l'information. C'est pas idiot, parce que le monde dans lequel on est tellement simple que si on veut être un peu plus réaliste, ça serait quand même pas tout à fait invraisemblable qu'il y ait plusieurs équilibres, éventuellement. Ça poserait un problème pour efficient market hypothesis, pour les hypothèses de marché efficaces. Lequel des prix transmet la bonne information? Alors, toujours sur cette histoire de coordination, je vais vous raconter une autre histoire. Je vais dire, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que cet équilibre, c'est un équilibre qui transmet de l'information, qui transmet imparfaitement de l'information, dans lequel l'hypothèse des marchés efficaces tient relativement la route. Enfin, disons, il y a quelque chose qui ressemble à l'hypothèse des marchés efficaces. Les marchés transmettent bien de l'information d'une certaine manière. Ils aident les agents à acquérir de l'information. Mais pour que ce soit vrai, il faut que les agents puissent se coordonner sur cet équilibre. L'histoire que j'ai racontée, c'est une histoire assez compliquée. Vous voyez bien, c'est vraiment un point fixe assez compliqué. Tant que si vous avez en tête la bonne fonction d'excès de demande, eh bien, vous réfléchissez et vous donnez aux teneurs de marché des demandes non informées qui justifient la fonction que vous aviez en tête. Mais c'est un point fixe. Alors la question, on peut faire une théorie disant, est-ce que ce point fixe, il est plus ou moins plausible? Est-ce qu'il y a une question de robustesse de la coordination de cet équilibre? Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, mais il y a des théories de ce genre, dans lesquelles j'ai passé pas mal de temps, et cette théorie dit ces équilibres ils sont stables quand il n'y a pas trop d'informations qui est transmise. Quand il y a trop d'informations, les gens n'arrivent pas à les comprendre, en quelque sorte. S'ils pensent que ça ne va pas être très loin de l'équilibre, ils réfléchissent, ils n'arrivent pas à se convaincre. Et donc, s'il n'y a pas une recherche trop agressive d'informations, par exemple, si la courbe de demande est non informée et comme elle l'était tout à l'heure, et celle-là, si par exemple, vous voyez là, il y a une recherche agressive de l'information, c'est-à-dire qu'au début, vous croyez que les prix sont bas, quand les prix deviennent élevés, vous croyez que c'est une bonne nouvelle, et entre les deux, vous changez très vite d'avis, donc vous avez une recherche agressive d'information. Cet équilibre n'est pas robuste dans un certain sens. Alors si vous croyez ça, ça change évidemment pas mal de choses. Si vous prenez ce point de vue, et ça c'est une remarque plus générale,
Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Maintenant, je reviens à ma discussion sur cette fameuse efficacité des marchés. Vous voyez bien qu'on est au cœur des choses. Pour que les marchés disent des choses qui sont bonnes, il faut que l'équilibre soit crédible. Il faut qu'on ait une histoire qui explique pourquoi il transmet, pourquoi les prix qu'il... Alors, dans la première version, ce que j'ai dit, le marché, quand il fonctionne tel que je viens de le décrire, il fonctionne assez bien. Quand les agents n'arrivent plus à se coordonner, alors il se met à fonctionner mal. C'est-à-dire que les agents non informés ne parviennent plus à se faire une idée de ce que sera l'excès de demande globale. Donc ils transmettent aux teneurs de marché des choses qui sont beaucoup plus aléatoires. Le marché se met à fonctionner mal. Donc dans le mauvais cas, hein, l'équilibre n'est pas atteint et l'ensemble des possibles est assez large. Alors là, il y a une chose importante à remarquer, hein, c'est que dans ce monde-là, le marché fonctionne mal, au sens où ceux qui ont l'information s'en tirent bien, ceux qui n'ont pas l'information font un peu n'importe quoi, font des choses comme s'ils n'avaient pas d'information, c'est-à-dire que le marché ne leur transmet pas d'information utile, enfin ils n'arrivent pas à extraire de l'information du marché pour faire ce qu'ils devraient faire. Hein. Et naturellement, ça ne veut pas dire qu'on peut battre le marché. Si vous êtes dans ce marché dans lequel il fonctionne mal, dans lequel tout peut se passer, vous n'avez pas grand-chose à faire. Donc l'idée de l'hypothèse des marchés efficaces selon lequel le marché est efficace parce qu'on ne peut pas battre le marché, idée sur laquelle se sont retranchés les tenants de l'hypothèse d'efficacité informationnelle, comme Fama. Hein. Ils disent ah oui, mais tout ça, malgré les bulles, malgré tout ça, malgré tous les contre-exemples apparents à la sagesse des marchés, on dit ah bah oui, mais vous savez, il reste qu'on ne peut pas battre le marché. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir. 4 n'est absolument pas équivalent à 1. Il se peut fort bien que le marché fonctionne très mal et qu'on ne puisse pas le battre. Ça ne veut absolument rien dire. Donc il ne faut pas la retraite de Fama sur le point, mais finalement on a quand même raison de ne pas battre le marché, en admettant que ce soit vrai, ce qui par ailleurs n'est pas... contient une part de vérité. Hein. Cette retraite, c'est une véritable déroute. C'est ce que je voulais indiquer au travers de ce petit modèle. C'est une manière un peu sophistiquée pour indiquer ça, mais je crois que ça valait... ça vous introduit un petit peu à ce débat. Il faut bien voir que Efficient Market Hypothesis, c'est vraiment un mythe puissant. Toute la confiance que les acteurs des marchés financiers ont dans la stabilité de leurs innovations est vraiment associée à l'idée que les signaux fournis par le marché sont de toute façon toujours assez bons. Donc, en la discutant, en prenant un petit peu cette ligne un petit peu tortueuse pour la discuter, hein, je ne prétends pas d'ailleurs être allé au fond, je ne prétends pas du tout avoir examiné tous les aspects, hein, mais j'ai simplement voulu mettre en évidence les problèmes posés par la transmission de l'information dans des modèles simples et la question et le fait que on est un petit peu dans le deuxième cas que j'avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans le cas où on se rend compte que prendre en compte la transmission de l'information dans la théorie de la valeur fondamentale, ça va la changer. Est-ce que ça va la changer en la rendant plus plausible? Je ne suis pas allé assez loin pour le dire. Ça va la changer, mais si ça la change, ça va mettre en cause l'hypothèse des marchés efficaces, l'hypothèse d'efficacité des marchés. Donc c'est un petit peu le point que je voulais faire aujourd'hui. Je crois que je ne vais pas du tout parler des autres marchés hein, et de la spéculation. Je ne sais pas si j'en parlerai la fois prochaine ou si j'irai directement à la macroéconomie. Je voulais vous montrer aussi que, contrairement à ce que pense Friedman, non, je vais peut-être dire un mot, j'ai 1 minute encore avant, puisque je ne suis pas encore à 28, heure à laquelle je m'arrête. Je discuterai la prochaine fois de la spéculation. Est-ce que la spéculation est stabilisante? Il y a un argument dans la littérature, un argument très fort de Milton Friedman. Milton Friedman a dit la spéculation est stabilisante. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que font les spéculateurs? Si les prix montent, ils vendent, et si les prix baissent, ils achètent. En faisant implicite au raisonnement, parce qu'il va y avoir un retour à la moyenne. Donc les spéculateurs stabilisent. Alors vous savez que ce n'est pas vrai.
Par exemple, dans les bulles, dans toute la théorie des bulles qu'on a présentée, les spéculateurs, ils achètent quand ça monte parce qu'ils comprennent que ça va continuer à monter. Enfin, ils anticipent que ça va continuer à monter. Donc, l'argument de Friedman n'est vrai que si il y a un retour à la moyenne. Sinon, il n'est pas exact. Et donc, je essaierai de vous montrer la prochaine fois, si je décide de faire cette partie, montrer un monde dans lequel la spéculation est stabilisante au sens de Friedman, si on ne prend pas en compte les problèmes de coordination d'anticipation. Si on ne prend pas en compte la difficulté qu'ont les gens à comprendre le monde et à se coordonner sur le bon équilibre. Et montrer qu'au contraire, si on prend ça en compte, elle est déstabilisante. Donc j'essaie de faire passer des idées un petit peu hétérodoxes. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je crois que je vais m'arrêter là et on va reprendre dans 5 minutes. Merci.